Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation. I'm Toure David, translator and interpreter. Here is the following of our commercial correspondence concerning the expressions that we have started. Uh, Before diving in that, let's remind you that in business letter, if you want to convince, draw the attention of your recipient, you have to be good at grammar. You have to be good in linguistic style of writing business letter. It's very crucial to master the commercial terms, to master the administrative terms, so that you can have the attention of your recipient in order to meet your needs. Good expressions, academic expressions are very important in business later. It reflects your level of qualification, it reflects the level of your business domain. That's why you need to master those expressions. But be careful. You don't have to complicate it. You don't have to make it misunderstood by the recipient. That's why it's very important and crucial to make it simple, concise, and precise to easily understand the content of your letter. Because if you write some big words, complicated, that is misunderstood by the recipient, how can he meet your needs? It won't be possible because it doesn't understand what you mean in your letter. Let's go straight forward to some of the expressions, namely up to expectation. Ça aussi, ça veut dire répondre à votre attente. Up to expectation. Répondre à une attente ou répondre à l'attente. Up to standard, qui est à la hauteur ou à la hauteur. Euh, Up to sample, qui est conforme à l'échantillon ou bien conforme à l'échantillon. Of good standing, qui est honorable, qui est, qui est honorable, d'une bonne réputation ou solide ou sain. C'est ce qu'on appelle of good standing. Financial standing, ça c'est la situation financière. Financial standing, la situation financière. To perform a service, rendre un service. To perform a service, rendre un service. To extend credit facilities, accorder les facilités de crédit ou les élargir. To book a contract, ça c'est enregistrer un contrat ou gagner un contrat. To execute a contract, ça c'est signer un contrat. To perform or the performance of a contract, ça c'est l'exécution d'un contrat. So, ladies and gentlemen, let me take these two expressions to give detailed explanation into French for them to understand that literal translation here, meaning word for word, it will be a wrong translation in the targeting language. I mean French into French. So, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Ici, c'est la suite de notre vidéo concernant la correspondance commerciale. Et nous avons, bon, par rapport aux expressions qu'on utilise, hein, qui sont aussi liées au sujet hein, de la lettre commerciale. Maintenant, chaque sujet de la lettre commerciale a un vocabulaire spécial, c'est-à-dire le vocabulaire spécialisé de la correspondance commerciale. Donc, vous devrez être doté de ces expressions-là pour pouvoir convaincre, attirer l'attention du destinataire et puis, afin qu'il puisse satisfaire hein, vos besoins. Ceci étant, il est très important d'être bien en grammaire, d'être bien dans l'apprentissage de la langue écrite, d'être bien dans la conjugaison et toutes les règles qui convergent à la maîtrise de la langue. Et surtout, sur le plan administratif et commercial, il est exigé de se doter d'un vocabulaire spécialisé
où tu peux avoir certaines expressions. Si tu n'as pas reçu la formation, tu cherches un dictionnaire spécialisé pour pouvoir trouver des expressions appropriées pour exprimer vos idées ou pour dégager vos besoins. Mais faites attention, n'utilisez pas des mots compliqués, de gros mots pour être trop prudent, de telle sorte que tu amènes le destinataire dans la confusion ou dans l'incompréhension. C'est pour ça qu'il est très important de simplifier et d'être concis et précis dans ta lettre commerciale. Maintenant, il y a des mots, il y a deux expressions que je venais de traduire avant que je ne prenne cette traduction, cette interprétation-là en français, à savoir to execute a contract and the performance of a contract. Bon, vous avez vu la première expression, to execute a contract. En traduisant, c'est signer un contrat. Ici, si vous procédez à la traduction littérale, c'est-à-dire de mot à mot, vous allez forcer la traduction. Parce que ça n'a pas le sens d'exécuter un contrat. Non, c'est un faux ami ici. Ici, la traduction littérale ne correspond pas au vrai sens. Tu exécutes un contrat, ça veut dire signer un contrat. To perform a contract or the performance of a contract, ça c'est maintenant l'exécution du contrat. C'est-à-dire que vous avez réalisé tous les travaux nécessaires pour atteindre le résultat sollicité. Et ça, c'est l'exécution du contrat. Il ne faut pas confondre ces termes. Et je vous rappelle que souvent, dans les dispositions statutaires ou dans les contrats, comme dans la traduction juridique aussi, il y a de ces termes, c'est réservé, il y a de ces termes, souvent c'est des faux amis, mais il faut prêter attention à ces derniers parce que ça prête à confusion, à vous donner le sens courant que vous connaissez, alors que c'est différent. Des fois, c'est des faux amis. Des fois, ce n'est pas le mot tel que tu l'entends par la traduction littérale. Donc, il faut chercher à comprendre le fond du sens du mot dans la langue de départ. C'est pour ça que tu dois étudier le système juridique anglo-saxon ou américain, ou même français, pour les comprendre dans la langue de départ, dans leur propre système, dans leur propre juridiction. Maintenant, quand il s'agit de rédiger le contrat, les statuts, il y a de ces termes souvent qu'on emploie qui dénotent une certaine obligation, un certain engagement de la part de celui à qui on s'adresse ou bien celui pour qui on s'adresse, pour quelques cas exceptionnels, par exemple en cas de violation, ou même pas pour des cas exceptionnels, pour des cas généraux. On peut utiliser par exemple shall. Shall souvent intervient dans la rédaction des contrats, dans les dispositions statutaires. Tu vas voir que par exemple, any institution that fails to comply with the provision of the articles shall be liable to an administrative penalty. You see, shall be liable to an administrative penalty. Tu vois, donc les shall dénotent l'obligation, l'engagement à faire respecter cette règle, à faire respecter cette loi ou principe. Donc, partout où vous voyez les shall dans les contrats ou dans les statuts et lois, sachez que c'est une obligation, c'est un engagement, c'est une contrainte qui est différente de shall qu'on utilise dans la vie courante pour exprimer ou pour dénoter le futur. Pour exprimer le futur. Donc, il faut faire très attention. Si vous n'avez pas étudié ces aspects-là dans leur langue de départ, ce sera difficile de trouver une traduction appropriée ou adéquate. Donc, merci mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. On continuera prochainement dans la prochaine vidéo et avec beaucoup plus d'expressions. Après ça, parce qu'en correspondance commerciale ou administrative, on a besoin de beaucoup d'expressions pour exprimer nos besoins ou nos idées par rapport à nos sujets. Et les sujets peuvent varier, c'est beaucoup. Il y a des lettres de recommandation, il y a des lettres de modification et ainsi de suite, comme on l'a dit dans la vidéo précédente.
Merci pour votre attention. À la prochaine.